Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour la grande conférence Remue-Ménage 2017 qui a donc pour thème laïcité et démocratie. Pour cette 7e édition, la Fondation Université de La Rochelle, avec le soutien d'Engie, a décidé d'aborder un sujet qui est au cœur de l'actualité nationale, comme vous le savez. Ce Remue-Ménage va donc nous permettre à toutes et à tous de participer à la réflexion collective autour de ce que sont la laïcité et la démocratie aujourd'hui dans notre pays. Alors, je vais citer Jean Jaurès, qui en août 2014, c'est mieux là, je pense, excusez-moi, qui en août 2014 disait... On va y arriver. 1904, plutôt, non? Jaurès plutôt 1904 que 2014. 1904, oui. 1904. Alors, excusez-nous, on a un problème. Technique. Vous voulez un autre micro? Celui-ci. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vous m'entendez? C'est bon. Voilà, ça va être beaucoup mieux comme ça. Donc, je vous disais qu'il y a donc un peu plus de 100 ans, en août 1904, Jean Jaurès disait, je le cite, que la démocratie et la laïcité sont deux termes identiques, car la démocratie n'est pas autre chose que l'égalité des droits et que la démocratie fonde, en dehors de tout système religieux, toutes ses institutions, tout son droit politique et social. Plus d'un siècle après, cette question de la laïcité est fondamentale. Cette laïcité qui garantit, comme vous le savez, à toutes les citoyennes et tous les citoyens, quelles que soient leurs convictions philosophiques ou religieuses, de vivre ensemble dans la liberté de conscience, la liberté de pratiquer une religion ou de ne pas la pratiquer, l'égalité des droits et des devoirs et la fraternité républicaine. Nous allons donc aujourd'hui revenir sur la construction historique de la laïcité, sur son principe même, fondamental à la République. Nous allons aussi aborder les aspects de l'application du principe de la laïcité aujourd'hui, mais également les relations qu'entretiennent laïcité et démocratie dans notre pays, sur leurs interactions donc, mais aussi sur le véritable enjeu sociétal qu'elles représentent dans la période actuelle, traversée par des problématiques nouvelles. Cette grande conférence Remue-Ménage, qui constitue un des temps forts de l'événement Quelle idée, une journée pour penser la démocratie, qui a été organisée toute la journée d'aujourd'hui par l'université, va s'articuler autour de deux moments forts. Nous allons tout d'abord assister à la conférence qui sera menée par Jean-Louis Bianco, ici présent, président de l'Observatoire de la laïcité depuis 2013. Et à l'issue de cette conférence, nous allons vous proposer une période de débat, d'échange entre vous, le public, et M. Bianco pendant environ 30-35 minutes. Mais avant toute chose, j'accueille avec grand plaisir Monsieur le Président de l'Université de La Rochelle, Jean-Marc Augier, et Bruno Audin. Vous êtes délégué d'Engie Poitou-Charentes. Je vous laisse donc ouvrir officiellement cette 7e édition des conférences Remue-Ménage. Je vous remercie. Monsieur le Président de l'Observatoire national de la laïcité, Monsieur le Président de la Fondation, Monsieur le conseiller départemental, Madame la représentante du président de la communauté d'agglomération de La Rochelle, Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers étudiants, je suis particulièrement heureux de vous accueillir à la grande conférence de la 7e édition des Remue-Ménage de la Fondation de l'Université de La Rochelle. Ces rendez-vous réguliers que nous avons grâce à la Fondation de l'Université de La Rochelle constituent pour notre université des moments essentiels qui nous permettent de réfléchir sur des questions de société. Ce sont des moments très importants parce qu'ils sont partagés tout d'abord entre les acteurs universitaires, les étudiants, les équipes pédagogiques, les chercheurs, les personnels, nos collègues de l'administration, mais également avec les acteurs du monde socio-économique que représentent les entreprises, les collectivités, les associations et aussi plus largement le plus grand public du territoire. Au fil de ces différentes éditions des Remue-Ménage auxquelles vous avez pu assister, nous tissons ainsi avec notre territoire une culture de réflexion partagée sur les grands enjeux sociétaux. C'est le rôle d'une université d'accueillir ainsi ses partenaires, ses usagers et les citoyens de son territoire. C'est aussi un besoin pour l'université de s'ouvrir aux échanges, de capter les courants de pensée et de participer aux grands débats de la société moderne. Mais je veux surtout souligner ce soir que je suis très fier que notre université ait réussi à construire un rendez-vous de cette qualité avec des conférenciers de si haut niveau.
J'en profite pour remercier bien évidemment le président de l'Observatoire national de la laïcité, M. Jean-Louis Bianco, qui nous fait l'honneur et l'amitié d'intervenir pour nous ce soir. Je remercie aussi chaleureusement le président de la Fondation, Jean-Michel Baird, qui mobilise toujours avec enthousiasme et sans compter son réseau pour nous assurer ce programme de très grande qualité. Alors peut-être vous demandez-vous pourquoi, après des thèmes économiques, numériques, environnementaux, les remue-ménages ont souhaité s'interroger aujourd'hui sur la laïcité et la démocratie. Il y a certes l'actualité, devenue quelque peu récurrente sur cette question. Il y a certes aussi la récente parution du rapport annuel de l'Observatoire de la laïcité. Mais il faut souligner qu'il y a plusieurs mois déjà, un certain nombre d'acteurs de l'université a ressenti la nécessité de s'intéresser à la démocratie en cette année d'élection présidentielle. Sur l'idée d'une journée pour penser la démocratie, sous la houlette de Solène Gros de Bel-Air de l'Espace Culture, se sont mobilisés des enseignants-chercheurs du laboratoire de droit de l'université qui sont spécialistes de ce sujet, des équipes pédagogiques pluridisciplinaires, la bibliothèque universitaire, des associations étudiantes, les intervenants culturels, et ils ont ensemble construit une journée événement. Toute la journée se sont donc tenues dans notre université des tables rondes, des conférences, des ateliers participatifs, des expositions auxquelles nous vous inviterons d'ailleurs à l'issue de la conférence et de nos échanges. Enfin, ce soir, un grand banquet républicain clôturera juste à côté, à la maison de l'étudiant, dans la convivialité, cette belle journée dédiée à la démocratie. Votre conférence, Monsieur Bianco, s'inscrit donc dans cet événement qui nous permet de faire valoir notre université comme un lieu d'échange, de débat, d'argumentation dans la mixité des disciplines et des approches sur un sujet d'une actualité brûlante et d'une importance capitale, la démocratie. Dans un lieu qui accueille 8000 étudiants, vous l'avez compris, ce sont notamment les questions autour de la place des jeunes adultes dans les débats de société, leur mode d'information, de pensée, leur vision de la citoyenneté qui nous intéressent tout particulièrement. Dans nos missions de formation et de recherche, nous avons en effet l'ambition de former de futurs professionnels dotés de compétences nécessaires pour s'insérer et construire des trajectoires professionnelles qui correspondent à leurs aspirations. Mais nous avons aussi l'objectif non moins essentiel de former des citoyens du monde qui comprennent les enjeux et participent à la vie démocratique. Les remue-ménages, avec une conférence sur la question de la laïcité et la démocratie, trouvent bien naturellement leur place dans un tel projet. Et j'avoue qu'en tant que président d'université, je suis parfaitement satisfait que nous ayons eu l'occasion de nous arrêter sur ces sujets. Je suis moi-même confronté, bien évidemment, régulièrement à la tête de cet établissement, à des situations qui mettent en jeu ces questions de société et de laïcité. J'imagine que des chefs d'entreprise, peut-être dans l'amphithéâtre, des responsables d'associations et plus largement chaque citoyen s'interrogent régulièrement sur ces questions. Les sensibilités des uns et des autres peuvent être source de tension et de crispation et il est particulièrement important de pouvoir les aborder avec objectivité et mesure. Votre conférence va nous apporter donc des éclairages bien nécessaires. C'est pourquoi, Monsieur le Président, nous avons une grande hâte pour vous écouter avec beaucoup d'intérêt et d'attention. Je vous remercie en tout cas de votre venue et de votre honneur. Merci. Bonjour à tous. Donc, NJ est un des membres fondateurs de la Fondation d'université et c'est à ce titre, c'est dans ce cadre-là en tout cas que l'entreprise NJ a le plaisir et l'honneur d'être partenaire de ces grandes conférences. Mon sentiment, c'est que la laïcité, pendant très longtemps en France, a été considérée comme un acquis partagé par tous, presque tous, je dirais. Et depuis quelques années, par contre, on s'aperçoit que la laïcité est au cœur de débats, de débats politiques, de débats idéologiques, mais de débats aussi dans la sphère privée, de débats à l'école, à l'université, dans le monde de l'entreprise, donc des débats de la vie quotidienne. Et c'est vrai que moi, ce titre-là, j'ai été absolument ravi, et je conseille à tout le monde la lecture, et c'est vraiment très sincère, de ce petit ouvrage, je l'ai dit à M. Bianco tout à l'heure, La France est-elle laïque, en quelques pages. Je crois que c'est un résumé, un condensé de réflexion, de remise dans le contexte et de solutions extrêmement concrètes. C'est très vivant, c'est très pratique, et je crois que ça fait vraiment beaucoup de bien de lire ce type d'ouvrage dans la période actuelle.
Donc moi, je vous remercie très, très fortement de nous faire partager maintenant vos convictions, vos réflexions, vos solutions, vos propositions. Et j'ai retenu quand même que la laïcité, ce n'était pas comme l'air que l'on respire tous les jours. La laïcité, ça se construit, ça se vit, dites-vous dans ce petit ouvrage. Et je crois que la laïcité, c'est effectivement, il faut beaucoup de pédagogie autour de la laïcité. Il faut l'expliquer, l'enseigner, la défendre, la promouvoir. C'est ce que vous allez faire ce soir. Donc merci à vous d'être parmi nous. Merci. Merci beaucoup, messieurs. C'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue, monsieur Bianco. Donc, je vais vous présenter auprès de cette table assemblée. Vous avez été secrétaire général de l'Élysée de François Mitterrand pendant 9 ans, de 1982 à 1991, avant d'être ministre. Actuellement, vous êtes conseiller spécial auprès de Ségolène Royal, la ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, et vous êtes également représentant spécial pour les relations avec l'Algérie auprès de Jean-Marc Ayrault, le ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Et comme je le disais depuis tout à l'heure, excusez-moi, vous êtes depuis avril 2013 le président de l'Observatoire de la laïcité. Donc l'Observatoire de la laïcité qui a pour objectif de conseiller et d'assister le gouvernement dans son action visant au respect du principe de la laïcité. Donc nous allons vous écouter. Vous avez 30-35 minutes pour nous faire cette conférence, à l'issue de laquelle vous pourrez poser des questions pendant 30 minutes. Merci beaucoup, merci de vos propos. Je vous en prie, c'est un plaisir. Merci de votre invitation. Je salue, vous permettrez, collectivement, collégialement, l'ensemble des personnes présentes. Je suis heureux de venir pour des tas de raisons. Je retrouve un ami de longue date, Jean-Michel Baer. Nous nous connaissons depuis très longtemps et nous sommes heureux de nous croiser de temps en temps au gré de nos affinités et de nos carrières respectives. Et puis votre thème, remue-ménage, votre thème démocratie me semble extraordinairement important et je me sens donc tout à fait à l'aise d'être sur ce sujet laïcité ici devant vous ce soir. La démocratie, mais c'est sans doute une évidence pour celles et ceux qui sont là, même si c'est très important, ça ne consiste pas seulement à mettre un bulletin dans l'urne ou à ne pas mettre de bulletin si on ne va pas voter à des élections, c'est aussi se forger une opinion en tant que citoyen et c'est aussi débattre en tant que citoyen. Et c'est des outils que je voudrais vous donner ce soir pour que vous puissiez vous forger vos propres convictions et que nous puissions ensuite, comme Marie Devers l'a dit, échanger. L'Observatoire de la laïcité, vous l'avez rappelé, donc est une institution, un organisme récent, puisque nous fêtons juste son 4e anniversaire. Il a été installé au mois d'avril 2013. C'est un organisme qui est rattaché administrativement au service du Premier ministre, mais qui est indépendant. Je veux dire par là que nous ne sommes pas un service du gouvernement. Nous sommes un organisme pluripartisan où il y a des députés, des sénateurs de la majorité et de l'opposition, et nous apportons des réponses, des conseils, nous intervenons auprès de tout public. Nous sommes 23 membres, 7 représentants des ministères les plus directement concernés par les questions de laïcité. À vrai dire, ils le sont tous d'une manière ou d'une autre, mais enfin, l'éducation nationale, l'intérieur, la justice, la fonction publique, etc. Nous avons également 4 parlementaires et le reste, ce sont des personnalités qualifiées, nommées en raison de leur expérience, de leurs compétences dans ces domaines de laïcité. Et je dois dire que nous avons une très grande diversité de personnalités, de parcours, de centres d'intérêt, de conceptions, qui fait que nous nous enrichissons beaucoup de ces débats. Alors il y a 2 de nos membres qui sont plus médiatisés peut-être que d'autres, pour des missions qui ne sont pas directement celles de l'Observatoire, mais qui ne sont pas sans rapport. Il y a Dounia Bouzar, qui a fondé le Centre de prévention des dérives sectaires liées à l'islam, et qui a travaillé longtemps avec le ministère de l'Intérieur. Il y a Abdenour Bidar, qui a écrit un très beau livre sur la fraternité, et qui a lancé un mouvement qui s'appelle Fraternité Générale, qui est un philosophe musulman. Une autre personnalité aussi assez connue, c'est Daniel Maximin, qui est l'exécuteur testamentaire d'Aimé Césaire, et donc qui est lui aussi quelqu'un qui apporte une sensibilité particulière. Je vous dirai dans un instant ce que nous avons fait, ce que nous mettons dans notre rapport annuel, puisque je viens de remettre le 4e rapport annuel au Président de la République et au Premier ministre. Mais auparavant, je voudrais vous donner quelques éléments de réflexion sur la laïcité elle-même avant d'en venir à ce que sont nos avis et nos actions.
D'abord un peu d'histoire. Je crois qu'à une époque où tout change très vite, où on est pris dans l'instantanéité de l'information et de l'émotion, plus que jamais dans l'histoire, connaître précisément, se poser un instant d'où nous venons, et c'est spécialement vrai pour la laïcité qui est, comme vous le savez, une spécificité française, même si on pourra en discuter. Il y a des traits communs, évidemment, et des facteurs communs dans d'autres pays démocratiques. Moi, j'ai tendance à faire remonter la laïcité, évidemment sans commettre d'anachronisme, le mot ni le concept n'existait, à la Renaissance. Pourquoi la Renaissance? Parce qu'à la Renaissance, il y a des hommes et quelques femmes qui ont cette audace incroyable de vouloir penser par eux-mêmes, de s'affranchir des dogmes aussi bien scientifiques que religieux. Et c'est précisément la démarche laïque, celle qui consiste à sortir de ses propres conditionnements, à faire appel à la raison et à se forger une opinion par soi-même. C'est pour ça que je cite la Renaissance. Alors bien sûr, il y a les Lumières, cela va de soi, et puis la Révolution française. Ce qui est très important avec la Révolution française, c'est que est posé à ce moment-là un principe qui est le premier pilier de la laïcité, qui est tout simplement la liberté de conscience. La liberté, dit l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de manifester ses convictions, plutôt nul ne doit être inquiété pour ses convictions, même religieuses, c'est le texte que je cite, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Tout est dit en des termes extrêmement clairs. Il y a une époque où j'ai été moi-même député pendant 15 ans, les parlementaires savaient faire des textes lisibles, ça s'est un peu perdu. Et tout est dit. Liberté, même conviction, même religieuse, pourvu qu'on ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Je voudrais attirer votre attention sur ce fait que ce principe de liberté vaut pour d'autres libertés que la liberté de conscience, qui peut comprendre la liberté de croire ou de ne pas croire. Ça vaut d'une certaine manière pour la liberté d'expression, les libertés politiques, philosophiques, syndicales, avec deux limites. J'en ai indiqué une, l'ordre public, qui est défini de manière précise par la jurisprudence, et la deuxième, qui renvoie à l'article 4 de cette même Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit en substance que la liberté de chacun s'arrête là où elle peut mettre en péril la liberté d'autrui. Donc vous avez ce premier principe qui est posé. Pour autant, la laïcité n'est pas née, le mot n'existe pas, on discute pour le point de savoir quand est-ce qu'il est inventé, sans doute à la fin, vers la fin du XIXe siècle. Et toute cette période, à partir de la Révolution française et avec les changements de régime que connaît notre pays, est en fait un combat. Un combat entre l'État et puis la République, à partir du moment où notre État devient une République, et l'Église catholique. Et ce combat se déroule dans deux domaines. Le premier qui est les rapports entre l'Église et l'État, les rapports entre la religion et la loi civile. Est-ce que la France est la fille aînée de l'Église, donc chargée dans toutes ses institutions, dans tous ses fonctionnements, dans toutes ses lois, d'appliquer le mieux possible les instructions de l'Église et les critères de la foi? Ou est-ce que la France est la fille des Lumières, dont je parlais tout à l'heure, y compris à propos de la Renaissance? Donc, combat sur le degré d'influence ou pas de la foi catholique, chrétienne, mais surtout catholique. Les protestants ont été les premières victimes des guerres de religion. Comme vous savez, dans notre pays, entre 1560 et 1610, la France a perdu la moitié de sa population protestante. On est passé de 2 millions à 1 million, et ici à La Rochelle, on sait ce que ça veut dire. Pas tous morts, mais beaucoup émigrés. Donc le débat sur la place de l'Église et de l'État, la place de la foi et de la loi démocratique, de la loi civile, et puis le débat sur l'enseignement. Qui enseigne? Qui forge les consciences? Est-ce que c'est l'Église? Que l'Église? Est-ce que c'est l'État? Que l'État? Et tous ces débats, parfois extrêmement vifs, parfois même violents, aboutissent à la grande loi que chacun a en tête, loi du 9 décembre 1905, dite de séparation des Églises et de l'État. Je reste un instant sur cette loi parce que c'est le grand moment fondateur et où des références posées à ce moment-là sont toujours valables aujourd'hui, je veux dire valables à la fois juridiquement et à mon avis pratiquement et politiquement. Il y a deux conceptions de la laïcité qui s'opposent. L'une qui est anticléricale, c'est-à-dire contre l'influence du clergé, voire même anti-religieuse, contre les religions, qui est incarnée notamment par Émile Combes et par Maurice Allard, député du Var et très brillant orateur pour les férus d'histoire
d'histoire parlementaire en particulier, les débats sont d'un très haut niveau, d'une très grande qualité. Ils durent 3 ans. Et l'autre tendance, qui veut une loi d'apaisement, et qui l'emporte assez nettement dans les différents votes, j'aurai l'occasion d'en évoquer au moins un, c'est celle qui est portée par Aristide Briand, qui est le rapporteur de la loi, et qui a le soutien de Jean Jaurès et de Georges Clemenceau. Au fond, pour les partisans d'une laïcité anti-religieuse, alors je ne crois pas que le mot soit prononcé, mais il y a l'idée de Marx, la religion est l'opium du peuple. Pourquoi s'arrêter en chemin? On sépare les églises et l'État, et on veut laisser cet instrument de perversion des esprits, d'aliénation. Donc, tels sont les termes du débat. Il s'illustre par 2 sujets très concrets, car on le voit bien dans nos débats actuels, la laïcité, et vous l'avez très bien dit, on a eu tendance pendant des années à la saluer rituellement, la laïcité, la République, en ne se demandant pas trop ce qu'il y avait dedans, et les contraintes, le débat, les difficultés font qu'on est obligé de revisiter cette notion, et c'est très bien. Et donc, on a en tête, et j'interviendrai si vous le souhaitez sur tous les sujets d'actualité, y compris, enfin, qui étaient d'actualité il n'y a pas longtemps, le Burkini ou les crèches de Noël. On peut parler aussi d'autres sujets, mais c'est ceux-là qui ont occupé le débat public. Et donc, le débat public en 1905, c'est les processions et c'est la soutane des curés. Faut-il ou non interdire les processions? Oui, évidemment, disent Émile Combes, Maurice Salard, Chabert, député du Rhône, évidemment, on ne va pas laisser la religion prendre une place dans l'espace public. Non, disent les autres, se référant à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nul ne peut être inquiété pour ses convictions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Donc on peut avoir une manifestation à caractère religieux, en l'occurrence des processions. Ce qui par contre est strictement interdit dans la laïcité, puisqu'il y a séparation des églises et de l'État, et que l'État et les collectivités publiques ne sont pas supposés financer les cultes, on reviendra là-dessus, ce n'est pas tout à fait vrai, c'est qu'on ne peut pas financer les processions. Et pas très loin d'ici, vous étiez président à Limoges, il y a une grande tradition qui s'appelle les ostensions limousines, qui sont une cérémonie à la fois cultuelle et culturelle, et les élus, je dois dire à peu près de tous bords politiques, ont une grande sympathie pour ces ostensions qui font partie de leur patrimoine, et ils ont tendance à les financer. Et donc, chaque fois que je rencontre des élus de tous bords politiques et qui m'interrogent, je dis, vous êtes dans l'illégalité. D'ailleurs, chaque fois que la Ligue des droits de l'homme ou un autre fait un recours, vous perdez. Mais les ostensions, vous avez le droit, ceux qui veulent les faire ont le droit de le faire. Alors, la soutane des curés, en fait, ça commence, si je puis dire, enfin, le débat se cristallise autour d'une interpellation par Chabert, député du Rhône, que j'évoquais tout à l'heure, interpellation à Aristide Briand, rapporteur de la loi, et qui, avec une fausse naïveté, dit « Monsieur le rapporteur, dans le projet que vous nous avez présenté, il y a sûrement un oubli. Vous oubliez de dire qu'il faut interdire la soutane des curés. C'est bien un oubli que vous allez réparer. » Non, pas du tout, répond Aristide Briand. Ça n'est pas un oubli, mais c'est tout à fait délibéré. Car, et je cite presque mot à mot, « N'ayez nul doute, monsieur le député, que si vous interdisiez la soutane des curés, l'imagination combinée des curés et des tailleurs trouverait une autre manière de se faire reconnaître. » Et il ajoute, « Nous n'allons quand même pas nous donner le ridicule de contrôler les tenues en public. » La soutane des curés n'est pas le voile, ni la burqa, ni le burkini, mais je livre ça à votre méditation. Donc cette loi sépare les églises et de l'État, reconnaît la liberté de conscience, et y compris la liberté de culte, dans des termes extrêmement nets, et instaure cette séparation. Pour autant, le débat n'est pas fini parce qu'une partie des catholiques accepte cette loi qui se veut une loi d'apaisement, qui garantit entre autres la liberté de culte expressément. Une partie de la hiérarchie catholique, à commencer par le pape, ne l'accepte pas. Il y a même une bulle d'excommunication. Et puis, tout au long du XXe siècle, l'accoutumance se fait, l'acceptation se fait, mais il reste un terrain de débat. Le grand terrain de débat du siècle précédent, et encore aujourd'hui, c'est la liberté de l'enseignement, c'est-à-dire la place de l'enseignement privé. Enseignement privé qui peut être confessionnel ou pas, catholique ou pas. Et c'est tout le débat avec des pétitions, des manifestations, des débats législatifs énormes qui se cristallisent en un point d'équilibre. Alors quand je dis ça, je ne me prononce pas sur le point de savoir si cet équilibre est bon ou mauvais, on peut en débattre si vous le souhaitez, mais qui est un point d'équilibre du rapport des forces. 1958, la loi Debré. La loi Debré, qu'un certain nombre de laïcs voudraient abolir,
met en place reconnaît une sorte de service public de l'éducation qui peut être assuré, comme les autres services publics, par des établissements privés, à 3 conditions, qui induisent alors la possibilité de subventionner pour l'État le fonctionnement, puisque c'est un service public, donc on n'est pas, si c'est un service public, dans l'interdiction de la loi de 1905. 1, accueillir tous les enfants sans discrimination d'aucune sorte. 2, respecter les programmes de l'éducation nationale. Et 3, se soumettre au contrôle de l'éducation nationale. Cette loi ne fait pas l'unanimité, même si elle est votée à l'époque. Il y a, dans les années 80, le projet d'Alain Savary, de grand service public unifié laïque de l'éducation nationale, qui échoue pour des raisons dont on pourra parler si vous le souhaitez. Et donc, tout ce XXe siècle, c'est enseignement privé, enseignement public, enseignement catholique, peut-on le financer ou pas. Puis en 1989, à Creil, je me trompe toujours entre Creil et Créteil, il y a un proviseur qui exclut des jeunes filles qui portent un foulard dans un collège. 1989. Et sans que personne se rende compte à ce moment-là, le débat a changé. Ce n'est plus le catholicisme, c'est l'islam, et spécifiquement le foulard. Le débat sur la laïcité, il est toujours présent, y compris dans nos débats contemporains actuels, mais il change de sujet, il change de nature. Le gouvernement de l'époque consulte le Conseil d'État qui dit qu'en l'absence de loi interdisant spécifiquement des signes religieux à l'école, il faut regarder au cas par cas, ce que fait le gouvernement de l'époque. Il peut y avoir des manifestations adolescentes, il peut y avoir des modes de fonctionnement plus ou moins perturbants. Cette formule du cas par cas ne marche pas. Elle ne marche pas dans le sens où elle n'empêche pas, bien au contraire, la multiplication de contentieux, non seulement de difficultés dans des collèges, dans des lycées, voire dans des écoles, mais de contentieux. Et à partir de là, l'Assemblée nationale, je suis à l'époque député, crée une commission d'enquête présidée par Jean-Louis Debré, alors président de l'Assemblée nationale. Et dans cette commission, moi, j'étais au départ sur la position du gouvernement de l'époque, c'est-à-dire cas par cas, pas de loi. J'ai changé d'avis, comme beaucoup de mes collègues, en entendant des témoignages extrêmement précis et concordants de chefs d'établissement, d'équipes éducatives, de parents d'élèves, me disant, il y a des cas bien sûr où c'est un choix poussé par le papa ou la maman, ou un choix personnel, à un moment où on cherche son identité adolescente, d'autres seraient punk ou gothique. Mais nous avons rencontré, nous, commission, des gens qui sont venus avec des juristes extrêmement convaincus et compétents, connaissant par cœur la jurisprudence du Conseil d'État, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, et voulant enfoncer un coin dans la République, au nom de l'islam politique, c'est-à-dire d'imposer peu à peu la loi d'une religion, quelle qu'elle soit, en l'occurrence l'islam. Et donc, moi, j'ai voté, comme la très grande majorité de mes collègues, la loi de 2004, qui constitue une grande novation par rapport à la loi de 1905, puisqu'elle proscrit tout signe ou tenue manifestant ostensiblement, il y a eu un débat sur ostensiblement, ostentatoire, ostensiblement, ça veut dire qu'il se voit, qui n'est pas porté normalement par quelqu'un d'autre, une appartenance religieuse. Pour les écoles, collèges et lycées publics. Cette loi est souvent, on verra peut-être si certains d'entre vous s'expriment là-dessus, critiquée, notamment par des jeunes, et pas par des jeunes forcément musulmans, comme étant une brimade anti-musulmane. Néanmoins, elle fonctionne. C'est-à-dire que depuis très longtemps, il n'y a pas de contentieux, il y a peu de cas de conflit, et il se règle en expliquant, et on a pris l'habitude de bien distinguer l'espace de l'école de l'espace public où on peut remettre une croix, un turban, une kippa, un foulard. Et puis, pour terminer ce rappel historique, j'ai bien sûr enjambé les lois Jules Ferry, j'aurais dû évidemment les rappeler, des années 1880, qui instituent l'école publique, laïque, gratuite et obligatoire, c'est quand même une très grande étape. Et puis il y a la loi de 2010, qui n'est pas une loi prise sur le fondement de la laïcité, qui est une loi prise sur le fondement de la sécurité, interdisant de dissimuler son visage en public. Alors on sait que c'est la loi dite anti-burqa, ça vise le voile intégral. Mais ça peut viser, et ça a d'ailleurs visé dans des cas soumis aux tribunaux, les gens cagoulés qui font de la casse en bordure de manifestation. Ce qui est intéressant de savoir pour votre réflexion, c'est que la France a adhéré à la Convention européenne des droits de l'homme, elle est donc soumise à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, à laquelle on peut déférer toute loi qui irait contre les libertés de conscience, de culte, de conviction, de religion. La loi de 2004 sur l'interdiction des signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse est passée sans problème. Il faut dire que la Cour européenne des droits de l'homme a une jurisprudence très sage, me semble-t-il, qui est de subsidiarité, c'est d'admettre que
l'histoire et la loi ne sont pas la même en France qu'en Belgique, qu'en Suisse, qu'en Turquie, et que donc il faut tenir compte des réalités juridiques, historiques et politiques nationales. Par contre, la loi de 2010, ça a été beaucoup plus dur. Il y a eu visiblement un débat très vif qui a duré longtemps. Et la Cour européenne des droits de l'homme a fini par valider la loi de 2010, en balayant d'ailleurs d'une certaine manière l'argument de la sécurité, en disant que si quelqu'un dissimule son visage et que c'est dangereux, il n'y a pas besoin d'une loi nouvelle pour lui dire qu'il ne faut pas dissimuler son visage, mais en disant ne pas dissimuler son visage en public fait partie du vivre ensemble tel qu'on le conçoit en France. Alors cette décision constitue, il y a des juristes dans la salle, une construction jurisprudentielle, comme on dit, d'une audace énorme. Il n'y a évidemment aucun texte européen de la Convention des droits de l'homme qui définit ce que c'est que le vivre ensemble, et bien que nous employions, nous, très souvent l'expression en France, il n'y a aucun texte français non plus. Ça a un côté formidable et c'est un côté très dangereux. Le côté formidable, c'est que je crois qu'ils ont touché au cœur du sujet, notre conception du vivre ensemble. Le côté très dangereux, c'est que, est-ce que c'est un juge, fût-il européen ou fût-il français, de définir qu'est-ce que c'est que le vivre ensemble? C'est au législateur de le définir. Voilà, donc je soumets ça à votre réflexion pour ce petit et bref rappel historique. J'en viens à mon troisième point, après l'observatoire, après l'histoire, qui sera vous proposer une définition de la laïcité. Alors on dit souvent que c'est très compliqué, qu'on n'y comprend rien, certains compliquent à plaisir, certains instrumentalisent la laïcité pour lui faire dire ce qu'elle ne dit pas, être ce qu'elle n'est pas, certains ont parfois eux-mêmes l'esprit confus, et je crois pourtant que s'il s'agit, je vais être très précis, de définir ce qu'est la laïcité, c'est très simple. Après commencent les débats, mais il faut situer le débat, qui ne sont pas dans la définition ni juridique ni politique, mais dans la manière dont on applique cette définition et dans des changements de définition. Là, il y a un débat qui est normal en démocratie. La laïcité, c'est un principe politique, ça n'est pas qu'un principe juridique, c'est-à-dire qui régit l'organisation de notre vie collective, de la cité, qui repose sur 3 piliers. J'en ai énoncé un au cours de mon exposé historique. Le premier pilier, c'est la liberté. Et vous l'avez rappelé, liberté de croire ou de ne pas croire. Liberté de changer de religion. Ce n'est pas si répandu que ça à l'échelle de la planète. Liberté de culte, qui est garantie expressément par la loi de 1905. Liberté de manifester ses convictions, même religieuses. C'est l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce qui veut dire que la liberté de conscience, qui inclut la liberté de croire pour ceux qui croient, n'est pas une affaire strictement privée entre soi et Dieu, contre croix à Dieu, ou entre les croyants dans un lieu de culte. Les manifestations des convictions, et je répète, philosophiques, politiques, syndicales, religieuses ou autres, sont libres dans l'espace public pourvu qu'on ne gêne pas autrui et qu'on ne trouble pas l'ordre public. Premier pilier, la liberté. C'est d'ailleurs l'article 1 de la loi de 1905. Et ce n'est pas par hasard que c'est l'article 1, et c'est pourquoi c'est des 3 principes que je vais vous dire sans doute le plus important. Deuxième principe, deuxième pilier, la séparation des églises et de l'État, c'est le titre même de la loi de 1905, d'où résulte la neutralité de l'État. La religion n'a pas à faire dans les affaires de l'État, et l'État n'a en principe pas à voir dans les affaires de la religion. On verra que pour des raisons pratiques, ce n'est pas si simple que ça. Mais en tout cas, il n'y a pas de loi divine qui s'impose à la loi civile. D'où il résulte que l'État, mais quand je dis l'État, c'est les collectivités locales, c'est l'État national, c'est l'État déconcentré, c'est les services publics, fussent-ils assurés par des personnes de droit privé, qui doivent avoir une neutralité absolue, en ne manifestant pas, en ne laissant en principe même pas supposer leurs convictions, mais là encore, je répète, philosophiques, politiques, syndicales ou religieuses. Pourquoi ? Parce que si l'État est neutre, c'est la condition pour qu'on puisse espérer raisonnablement être traité à égalité, quelles que soient nos convictions, au lieu d'être traité mieux si on est du bon parti, de la bonne chapelle ou de la bonne religion. Mais c'est une obligation de neutralité absolue qui s'applique, je le répète, aux agents publics ou chargés d'une mission de service public, pas aux usagers des services publics. Je prends toujours un exemple. Il y a à peu près 2 ans, je faisais une formation pour les préfets, et j'ai un préfet qui lève la main à la fin de mon exposé, qui me dit « Monsieur le Président, je suis très vigilant sur la neutralité du service public. » Bravo, Monsieur le Préfet. Et il poursuit. L'autre jour, j'ai avisé une dame qui faisait la queue à un guichet de la préfecture et qui avait un foulard dans les cheveux. Je lui ai dit, ou vous enlevez votre foulard ou vous quittez la préfecture. J'ai dit 0, Monsieur le Préfet. 0. Sauf si elle perturbe, sauf si elle fait du prosélytisme, sauf si elle trouble. C'est un usager du service public. Et donc, dans les débats,
Mais ça n'est pas la laïcité d'aujourd'hui. Certains voudraient étendre cette neutralité. Mais aujourd'hui, elle s'applique seulement aux usagers du service public. Deuxième principe, donc, pas aux usagers, pardon, aux agents publics. Neutralité des agents publics. Troisième principe, la citoyenneté. Et là, on retrouve, vous allez voir un peu le vivre ensemble dont je parlais tout à l'heure. Nous sommes évidemment tous différents. De couleur de peau, d'origine, de conviction, de croyance, de centre d'intérêt, de sentiment d'appartenance. Et j'affirme que cette diversité est une prodigieuse source de richesse. Mais à une condition, qui a directement à voir avec la laïcité, c'est que ces différences, ces diversités soient rassemblées dans quelque chose qui les dépasse, et que nous sommes d'abord, toutes et tous, citoyennes et citoyens à égalité de droits et de devoirs, vous l'avez évoqué tout à l'heure. La liberté, la neutralité des agents publics, la citoyenneté. Cette définition, à mon avis, est incontestable. Alors, les débats commencent sur, une fois qu'on a posé ces principes, comment on fait? Ces principes, c'est un cadre. Ça n'est pas des réponses automatiques dans tous les cas de figure. Et donc, il y a plusieurs manières de faire vivre ces principes. Et ce cadre, celle de l'Observatoire, la mienne, et celle exprimée à de nombreuses reprises par Bernard Cazeneuve, comme ministre de l'Intérieur, il n'y a pas besoin de durcir la loi. Il faut l'appliquer, la faire connaître, la manifester et l'appliquer, dit-il, et c'est des mots que nous employons nous aussi, avec fermeté et sérénité. Fermeté, ça veut dire que beaucoup de personnes, comme citoyens, beaucoup de responsables, comme élus ou comme responsables administratifs ou de l'entreprise privée, sont perplexes, sont interrogatifs, sont gênés face à une demande à caractère religieux. Est-ce que je dois dire oui, mais alors je vais probablement porter atteinte à la laïcité? Ou est-ce que je dois dire non, mais on va m'accuser de discrimination? Or, une bonne partie de notre travail à l'Observatoire consiste à dire, voilà les cas où vous devez dire non, voilà les cas où vous devez dire oui. Et puis il y a d'autres débats, j'y reviendrai dans un instant, qui est l'extension de la laïcité. Mais je reste sur ce débat de cas pratiques. Nous avons publié 4 guides. Tous les documents dont je vous parle sont librement téléchargeables et consultables sur notre site www.laïcité.gouv.fr, y compris le dernier rapport que j'évoquais tout à l'heure, qui fait 450 pages, quand c'est sous forme papier, mais où il y a, je pense, des mines de renseignements auxquelles vous pouvez puiser. Donc 4 guides, précisément pour répondre à ces difficultés pratiques. Et chaque guide est structuré de la même manière. Que dit le droit? Que dit la loi? Que dit la jurisprudence? Conseil d'État ou Cour de cassation, où il y a énormément de choses. Et comment, selon nous, doit-on faire dans les cas de conflit? Qu'est-ce qui sont les bonnes solutions, les bonnes pratiques que nous ne sortons pas comme ça tout armés de notre cerveau, mais de longues discussions et de rencontres de terrain que nous avons très nombreuses, plusieurs fois par semaine. Premier guide, c'est pour les collectivités locales. Deuxième, entreprises privées. Troisième, associations socio-éducatives. Et quatrième, les hôpitaux publics. Et nous répétons à chaque fois qu'il faut connaître ce qui est permis, ce qui est interdit. Nous avons publié également, dans le courant de l'été, un avis qui s'appelle « Liberté et interdit dans le cadre laïque », qui est un avis assez précis. Quand est-ce qu'on doit dire oui, quand est-ce qu'on doit dire non, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible. Et nous posons comme principe que l'esprit de la laïcité doit être de chercher ce qui rassemble et pas ce qui divise, ce qui nous rassemble en tant que citoyens. 2 cas concrets. Le premier, les cantines scolaires. Que dit notre guide sur les cantines scolaires? D'abord, qu'il n'y a pas de loi. Alors, je vais vous surprendre, il y a bien sûr des règles d'hygiène et de sécurité. Mais dans la mesure où c'est un service public facultatif, des collectivités locales, des communes, elles ne sont pas obligées de le mettre en place, et donc il n'y a pas d'obligation, disons, comment elles doivent faire les menus. Nous précisons que là, il n'y a pas de base juridique. Il y a des cas où une base juridique très claire, il n'y en a pas. Et nous disons, nous n'employons jamais l'expression, c'est une nuance de vocabulaire qui a son importance, repas de substitution, comme on dit souvent. Pourquoi? Parce que repas de substitution veut dire qu'on doit offrir quelque chose à quelqu'un qui a un motif à caractère religieux. Or, nous voulons rassembler les différents motifs et les différents choix. Nous disons justement qu'il faut offrir du choix. C'est bon pour la santé. Ça permet aux végétariens qui ne veulent pas manger de viande de ne pas manger de viande. Ça permet à celui ou celle qui ne veut pas manger de viande un jour donné de manger le plat alternatif. Et ça permet à celui ou celle, juif ou musulman, qui ne veut pas manger de viande de porc, de ne pas manger de viande de porc. Mais nous ne singularisons pas la religion. Nous offrons du choix en rassemblant les diversités de choix et en les respectant. Je regrette que certains élus, par exemple, entre les 2 tours des élections départementales, aient réussi à ressoulever un conflit qui était souvent résolu. Ce que je vous dis là, c'est du bon sens. C'est des pratiques qu'ont inventées, pas nous, des municipalités de gauche, de droite et du centre depuis des dizaines d'années. Mais on veut l'instrumentaliser.
On veut dire non, c'est céder à la religion que de faire des repas de substitution. Donc je suis désolé, je le dis avec un peu de brutalité, la laïcité, c'est pas d'obliger tous les enfants à manger du porc. Deuxième exemple, les congés, les demandes de congés pour motifs religieux. De manière un peu surprenante, le principe de la réponse est à peu près le même dans l'entreprise que dans le service public. Et la règle est finalement assez simple, là aussi c'est pour une part du bon sens. Est-ce que, si je dis oui à une demande en dehors des fêtes légales, oui à une demande à caractère religieux, ça va perturber le fonctionnement du bureau, de l'atelier ou du service? À ce moment-là, je dis non. Si ça ne perturbe pas, j'ai toutes les raisons de dire oui, mais la demande de congé, de RTT, posée une RTT dans le langage élégant de l'époque, doit être traitée de la même manière, ni mieux ni moins bien, parce qu'on a un enfant malade, parce qu'on a un deuil dans la famille, ou parce qu'on a une obligation à caractère religieux. Toujours ce qui rassemble. Après, le débat, c'est sur le changement de la laïcité. Et encore une fois, c'est légitime qu'on en débatte en démocratie. Mais je reproche à un certain nombre de politiques et de journalistes et d'intellectuels de faire comme si ce qu'ils disaient était la laïcité telle qu'elle est. Non, ce n'est pas la laïcité telle qu'elle est, c'est telle qu'ils voudraient qu'elle soit. Et toutes les propositions de loi qui existent sont des propositions de loi d'interdiction. Alors que la laïcité, le premier principe, je vous l'ai dit, c'est la liberté. Interdiction de signes religieux, en fait, du voile. Interdiction pour les usagers du service public, si une telle loi passait, le préfet aurait raison. Interdiction pour les mamans accompagnatrices de sortie scolaire, interdiction à l'université, interdiction même dans la rue. Donc ce débat porte sur une extension de la neutralité. Je considère pour ma part que c'est extrêmement dangereux, car si on a des lois limitant l'expression des convictions religieuses au-delà de l'ordre public et du trouble à autrui, qui doivent être respectées et fermement, alors qui dit qu'une telle loi demain ne pourra pas être appliquée à une conviction philosophique, à une conviction politique, à une conviction syndicale, qui ne plairait pas au pouvoir en place? Mais en réalité, si les débats sur la laïcité sont aussi vifs, c'est bien, on le voit à travers les propositions de loi que j'évoquais, parce qu'en fait, quand on parle de laïcité, on parle aussi d'autre chose. On parle d'abord de ségrégation, de ghettoisation, même si le mot est discuté. C'est-à-dire du fait qu'il y a des quartiers, des écoles, des collèges, des lycées, fortement communautarisés, et où la loi du quartier, ou la loi de la communauté, ou surtout la loi d'une certaine forme d'islam, tente à s'imposer à la loi de la République. Et c'est extrêmement dangereux. Et c'est un énorme problème, qui n'est pas directement lié à la laïcité, mais qui a à voir quand même. Et ce que nous disons là-dessus, vous citiez Jaurès tout à l'heure, c'est que, avant de le citer, bien sûr, il y a eu 30 années de politique de la ville menée par la gauche et la droite et des résultats remarquables, des élus, des services publics, des travailleurs sociaux, des associations qui se sont investis. Mais on est loin de compte. On reste avec de très graves phénomènes de ségrégation et par ailleurs de discrimination aussi, à l'embauche. Ségrégation scolaire, ségrégation dans les quartiers, dans l'habitat. Et je dis un peu solennellement que si nous ne sommes pas capables dans les années à venir de briser ces cercles vicieux de la ségrégation par des politiques certainement très difficiles à mener, sinon il y a longtemps qu'on les aurait faites, qui rétablissent de la mixité dans l'habitat et dans l'école, alors la laïcité et la cohésion nationale sera en danger. Et donc j'en viens à Jaurès, il disait la République doit être laïque et sociale. Elle restera laïque si elle sait rester sociale. C'est exactement vrai aujourd'hui comme ça l'était il y a plus d'un siècle. Deuxième sujet, l'islam, évidemment. Ça n'est pas être anti-musulman que de dire qu'on voit aujourd'hui beaucoup plus, et pas seulement dans certains quartiers, de jeunes filles ou de femmes qui portent le foulard. Que c'est pour beaucoup de nos concitoyens un choc culturel. Ce n'est pas la religion dominante. On a intégré, ça pose parfois des problèmes de frontières, dans notre manière culturelle de voir. C'est en partie le problème des crèches dans certaines régions, des phénomènes culturels. Mais là, c'est un choc. Et ça s'ajoute d'un combat féministe historique en France et ailleurs, considérant que le voile est forcément un signe d'aliénation, de régression des droits de la femme. Par rapport à ça, notre position consiste à dire, ce qui compte, ce n'est pas la tenue, c'est les comportements. Est-ce qu'il y a des paroles ou des actes qui font pression sur les autres, qui portent atteinte aux lois de la République? Et ça, c'est un critère objectif. On peut se battre politiquement, idéologiquement, contre le voile. Mais on n'est pas obligé d'interdire tout ce qui ne nous plaît pas. Ce qui est interdit, c'est de faire du prosélytisme agressif, c'est d'imposer sa loi, c'est de faire pression sur les autres.
Et il y a un très beau texte, on pourrait y revenir tout à l'heure, qui s'appelle le Manifeste citoyen des musulmans de France, qui a été fait après les attentats, qui dit en des termes on ne peut plus clairs, et c'est signé par toutes les grandes organisations, Fédération de mosquées, Mosquées de Paris, Conseil français du culte musulman, l'adhésion de ces hommes et femmes, il y en a quelques-unes, aux valeurs de la République et à la laïcité. Ce texte, le Manifeste citoyen des musulmans de France, est absolument inconnu. Je ne suis pas sûr que dans cette salle, si je faisais le test de demander de lever la main, qui connaît le Manifeste citoyen des musulmans de France, ben, attendez, on va le faire. 1, 2, 3. Bon, vous êtes dans la norme, même pour un public universitaire, éduqué, etc. Par contre, le burkini, tout le monde sait ce que c'est. Et donc, Bernard Cazeneuve, que je cite à nouveau, qui n'est quand même pas un homme qui s'adonne au lyrisme, a dit que c'était une véritable déclaration d'amour à la République. J'aimerais bien que la presse parle autant du Manifeste citoyen des musulmans de France que du burkini et des sujets de ce genre. Troisième sujet, et je terminerai là-dessus, l'identité de la France. Ce n'est pas anormal, contrairement à ce que croient un certain nombre d'intellectuels ou de politiques, que la France, au-delà de la question religieuse, au-delà de l'islam, s'interroge sur son identité. Qu'est-ce que c'est que la France dans la mondialisation, dans l'Europe, qu'une France devenue décentralisée, qui n'est plus jacobine? Qu'est-ce que c'est que la France avec la visibilité plus grande du fait religieux, certainement du fait religieux musulman? Et ce débat est légitime, mais ne doit pas se confondre avec le débat sur la laïcité. Je voudrais terminer par une citation de François Mitterrand sur cette question d'identité de la France. C'est un colloque organisé le 18 mai 1987, ça fait un bail, à la Sorbonne, et je le cite, c'est pas long. « Qu'est-ce qui nous oblige à considérer que nous devons nous placer de nous-mêmes dans un musée, objet derrière une vitre, auquel personne ne pourra toucher? Nous sommes français, nos ancêtres les Gaulois, un peu romains, un peu germains, un peu juifs, un peu italiens, un peu espagnols, un peu portugais, un peu polonais, et je me demande si nous ne sommes pas déjà un peu arabes. » Je reconnais que voici une phrase inquiétante. C'est celle-là qui sera épinglée. Ayant compris cela, je souhaite qu'à travers les générations, les Français qui viendront après moi, fiers de ce qu'ont été ceux d'avant, considèrent que ceux d'après, ceux du siècle prochain, seront plus forts, seront plus riches de culture, seront des Français plus proches de l'universel et donc de la compréhension des affaires du monde. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Bianco, pour cette présentation très complète et très riche. Je vous propose désormais de passer à une période d'échange avec la salle. Nous avons décidé de prendre les questions les unes après les autres de manière à ce que Jean-Louis Bianco puisse répondre, voilà, que ce soit plus vivant et qu'il puisse répondre de façon plus précise et complète. Je demanderai à chacune et à chacun de se présenter avant de poser la question, s'il vous plaît. Ça peut être une question, une intervention, un témoignage. Je me présente, Jean-Yves Duic, je suis professeur émérite dans cette université. Vous pouvez que le micro est un petit peu plus près? Je parle plus près, d'accord. Oui, c'est mieux, merci. Voilà, alors il y a un sujet qui est passé, qui n'a pas été du tout évoqué, c'est quand même vous avez traité de toute la France, sauf de l'Alsace-Lorraine, qui est encore sous concordat de 1801. J'ai le texte sous les yeux et qui a été fait pour, alors ça va aller un petit peu dans le sens, pour éviter les pépins, les ennuis, etc. Le mot utilisé proprement, c'est la tranquillité intérieure. Voilà ce que dit le concordat. Ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même une forme d'enclave et toute cette enclave qui vit dans un régime tout à fait différent. Bon, il y a une histoire là-dessus, je ne vais pas revenir dans les détails, mais ce qui fait que on peut se demander si la laïcité n'est pas combattue en France hors dehors de cette zone grâce à cette zone. En particulier, je pense qu'il ne faut pas oublier non plus que c'est l'ensemble de nos impôts qui financent la religion catholique pour l'essentiel en Alsace-Lorraine, et qu'un curé gagne à peu près ce que gagne un instituteur. Voilà. Et donc c'est tout le monde, tous les gens qui sont ici, là, qui payent pour ça. Alors ma question, bon, elle est implicite, c'est qu'en est-il et peut-être pourquoi avez-vous évité de traiter ce sujet? Alors vous avez tout à fait raison.
On dit d'ailleurs souvent Alsace-Lorraine, en fait c'est Alsace-Moselle, mais ça ne change rien au raisonnement que vous avez fait. Et c'est une exception manifeste, évidente, vous l'avez bien dit, à l'article 2 de la loi de 1905 qui dit « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». Alors reconnaît, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de religion d'État, ça ne veut pas dire qu'elle ignore qu'il y a des cultes. Et donc, comme vous l'avez très bien dit, à cause du concordat de Napoléon Bonaparte, passé avec les cultes chrétiens et le culte israélite, à cause ensuite de l'occupation allemande, ce régime a survécu en Alsace-Moselle, et c'est tout à fait exact de dire que c'est absolument contradictoire, évidemment contradictoire, avec l'article 2 de la loi de 1905. De manière assez surprenante, le Conseil constitutionnel a estimé que, compte tenu de l'histoire, ça n'était pas une exception qui devait être obligatoirement corrigée, qu'elle ne pouvait certainement pas aggraver la distance, qu'on ne pouvait que la réduire. On peut beaucoup discuter ce point de vue. Nous nous sommes évidemment saisis de la question à l'Observatoire de la laïcité. Nous avons constaté que l'attachement des Alsaciens et Mosellans à ce régime particulier est extrêmement fort. Un sondage qui date d'il y a quelques années dit 90%, et nous pensions que c'était attaché au restant de leur histoire, les baux, la chasse, les notaires, la mutualité qui était un peu meilleure en Alsace-Moselle que dans la France de l'intérieur. 90% se déclarent attachés à leur régime cultuel. Nous avons auditionné, bien entendu, les associations laïques, les élus, les cultes, et nous avons constaté chez les élus que pas un élu ne nous a dit qu'il fallait revenir sur ce système. Alors, ce n'est pas une raison, parce que 90% des Alsaciens mosellans y seraient attachés, ou parce que les élus n'en veulent pas, pour ne pas y revenir. Mais nous avons considéré, par un raisonnement politique, et que nous assumons comme politique, que ce serait un sujet de conflit terrible, à une époque où notre pays n'en manque pas. Donc, nous avons pris le parti qui a été, avec 3 recommandations importantes que je vais dire, qui a été approuvé à peu près par la moitié des associations laïques, les autres voulant, plus ou moins vite, plus ou moins progressivement, mettre fin à cette anomalie. Nous avons dit 3 choses. Premièrement, par combinaison du droit allemand et du droit français, il subsistait la possibilité de délit de blasphème, ce qui, surtout après Charlie Hebdo, était quand même quelque chose de très choquant. Nous avons donc demandé et enfin obtenu dans la loi égalité-citoyenneté que le délit de blasphème soit expressément sur l'ensemble du territoire de la République aboli. Deuxièmement, aujourd'hui, quand vous êtes en Alsace-Moselle, vous voulez que votre enfant ne suive pas un cours d'enseignement religieux, vous devez demander. Vous avez dit que la moindre des choses, c'était qu'on demande pour suivre un cours d'enseignement religieux et pas pour ne pas suivre. Je précise d'ailleurs, petite pointe d'humour pour les gens contre les religions, qu'avec l'âge des élèves, l'assistance au cours diminue très vite, au cours d'enseignement religieux, ce qui voudrait dire peut-être qu'ils prennent conscience du pouvoir aliénateur des religions. Je dis ça évidemment avec une pointe d'humour. En tout cas, ce qui nous semble indispensable, c'est que ces cours, on a découvert à notre grande stupéfaction, qui sont pris sur l'ordre d'enseignement général. Donc quand vous êtes en Alsace-Moselle, les élèves qui suivent un cours d'enseignement religieux, ça peut être un rabbin, un pasteur, un curé, il n'y a pas de concordat avec l'islam, ils ont 1 heure de moins que les autres. Donc ça nous semble tout à fait choquant. Et nous avons donc demandé ces 3 changements au gouvernement. Le premier a été fait par le Parlement, mais c'est très bien. Le second est en voie d'être fait. Le troisième se heurte à des résistances. La ministre de l'Éducation nationale a approuvé nos orientations, a chargé les 2 recteurs de Metz et de Strasbourg de mettre ça en musique. Seulement, cette approbation a été faite tardivement. On est rentré dans une période électorale et je vois qu'il y a des fortes résistances, en tout cas d'une partie de l'Église catholique, et notamment de l'évêque de Strasbourg, mais qui vient de changer. Et je dois voir prochainement, pour savoir où on en est, la rectrice de Strasbourg et savoir où on en est. En tout cas, nous ne changeons pas d'avis là-dessus, mais je conçois en effet qu'au nom d'une vue exacte de la laïcité, on puisse contester ce point de vue. Je vous ai expliqué simplement notre raisonnement. Bonjour. Bonjour. Je me présente donc Daniel Rimbaud, libre penseur. Je voulais dire que je me permets de remercier M. Bianco puisqu'il a reçu notre association à plusieurs reprises dans le cadre de son observatoire. Ce fut des rares occasions où nous avons été écoutés, entendus, mais écoutés. Ce qui a fait qu'on s'est permis même avec la LDH de prendre la défense de l'Observatoire contre les attaques
qu'il y avait eu l'année dernière. Ceci étant, je voulais simplement... je partage totalement l'analyse, et je crois que là-dessus c'est clair, qui est faite sur la laïcité, son origine, l'évolution. Je ferai petite nuance. Quand on dit que la loi de 1905 fut une loi de consensus, je ne suis pas tout à fait d'accord. Pardon, j'ai dit apaisement et j'ai dit qu'elle se heurtait à de vigoureuses résistances, y compris du pape. Ah, oui, parce que ça a été quand même une décision politique très claire. Les uns et les autres ont dit, bon, maintenant on tranche. Parce que ça aurait pu continuer, elle se préparait depuis 2 ans. Donc c'est devenu ce qu'on a appelé un consensus, mais c'est vrai que c'était des débats, les politiques ont eu raison de dire, maintenant on arrête tout, on vote. Bon. Mais justement, ce mot, on entend ça depuis très longtemps déjà autour de Salon 1905, et ça a amené à des espèces de scories qui ont brouillé les pistes un peu. Et notamment quand on entend dire que la loi de 1905 est une loi de liberté religieuse, par exemple. La loi de 1905 n'est pas une loi de liberté religieuse. C'est une loi de liberté de conscience, d'où découle notamment la liberté religieuse. Et ça, je me permets de le signaler parce que ça tourne, une phrase qui tourne depuis longtemps, qui brouille totalement les pistes pour analyser ça. Je terminerai aussi sur une chose, que vous nous confirmiez que la loi de 1905 ne doit pas être ni toilettée ni changée, qu'elle doit être simplement appliquée. Mais je ferai une toute petite nuance quand même. Parce qu'il faut savoir que dans l'article 19 de la loi de 1905 fait partie de ces 2 articles qui ont été modifiés le 25 décembre 1942 sous Pétain, et ces articles-là sont toujours dans la loi de 1905. Pourtant, un des articles, l'article 19, tout à fait à la fin, concernant l'histoire des subventions, etc., aux monuments historiques, tous les petits contentieux partent de cette affaire-là. Donc, OK pour l'appliquer, mais avec celle d'avant 1942. Je vous remercie. Monsieur Bianco. Alors, vous avez parfaitement redit les choses. Moi, je n'ai pas parlé de consensus, mais d'apaisement. Et j'ai dit que le consensus ou le consentement ou l'acceptation s'est fait petit à petit. Et pas du tout au début avec l'attitude du pape de l'époque. Donc là-dessus, je vous donne parfaitement raison. Sur le problème du financement des lieux de culte, qu'est-ce qui s'est passé à la suite, mais vous le savez bien, de conflits durs avec l'Église catholique, il y a eu les congrégations, les inventaires. Le résultat net a été que les chapelles, les églises, pour l'essentiel, ont été transférées en propriété aux communes, aux départements ou à l'État. Avec comme conséquence une obligation de l'État ou de la commune, souvent c'est la commune, qui se limite à maintenir le bâtiment en l'état. C'est-à-dire à éviter qu'il tombe en ruine, à réparer le toit. La jurisprudence sanctionne régulièrement des financements qui sont en fait des financements plus ou moins déguisés du culte. Donc, il faut trouver la frontière. Moi, je trouve que la jurisprudence le trouve assez souvent, mais bien entendu par des décisions qui peuvent être contestables. Pour qu'on puisse subventionner quelque chose qui est de l'ordre d'un édifice cultuel, il faut qu'il y ait un intérêt communal qui doit être démontré. Par exemple, ça a été le cas du funiculaire pour la basilique de Fourvière à Lyon, où ça a été un très long débat, et où le Conseil d'État a fini par estimer, après d'autres jugements contradictoires, que ça avait un intérêt touristique et culturel pour la ville de Lyon. Donc il y a quand même des barrières introduites par la jurisprudence, mais vous avez raison, c'est quelque chose qui s'est fait après. Là encore, je crois qu'il faut choisir ses combats. Moi, je ne conseille pas de se battre là-dessus maintenant, mais il faut garder en tête que c'est quelque chose qui en fait est le produit du refus de l'Église catholique, qui fait que du coup, c'est les communes qui sont devenues propriétaires. Par contre, sur un sujet voisin, nous avons travaillé récemment, et notamment avec le ministère de l'Intérieur, à la suite d'ailleurs d'un rapport sénatorial qui était quasi unanime, ce qui est intéressant, sur les associations. Il y a des associations purement cultuelles, donc qui se sont chargées du culte, dites de la loi de 1905, et dans un certain nombre de cas, notamment catholiques,
des associations de loi de 1901, où on mélange le cultuel et le culturel, ce qui donne lieu au minimum à des problèmes de frontières compliqués, au maximum à des abus. Et donc nous avons demandé instamment, et le gouvernement nous suit, mais pour l'instant il n'a pas réussi à le faire voter au Parlement, enfin l'actuel gouvernement, donc on verra pour la suite, que tout le monde mette à part, sous forme d'une association cultuelle, les activités cultuelles. Et que ça n'est absolument pas subventionnable. Et deuxièmement, qu'il y ait un contrôle renforcé, a priori et a posteriori, sur le financement de ces associations, soit culturelles, soit culturelles mixtes, y compris pour regarder d'où peuvent venir certains financements qui ne sont pas rassurants du point de vue de la paix publique. Une autre question au premier rang, monsieur? Bruno. Oui, c'est vous. Oui, monsieur le ministre, bonjour. Bruno Léal. J'enseigne l'histoire dans cette maison et je suis par ailleurs conseiller municipal de La Rochelle. Je voudrais rebondir sur votre dernière intervention et à la fois sur votre mot de conclusion lorsque vous parliez de l'identité du pays. Cette identité, elle s'exprime aussi par le paysage. Longtemps, notre paysage a été marqué par des signes religieux, des églises, des cathédrales, des temples protestants. Et effectivement, les dernières décennies, avec l'importance grandissante de la population musulmane, font que le paysage accueille désormais également des mosquées. Alors, je voudrais savoir si votre observatoire s'est prononcé sur le financement de ces constructions nouvelles. Est-ce qu'il faut que l'argent public finance ces mosquées? Est-ce qu'il faut laisser les fidèles se débrouiller tout seuls? Est-ce qu'il faut interdire ou réglementer ou surveiller un financement qui viendrait de pays étrangers, de pays musulmans? Merci, monsieur le ministre. Alors, la question se pose très précisément dans les termes que vous avez clairement résumés. Nous sommes totalement défavorables à un financement public parce que là, de nouveau, on est vraiment complètement contraire à la loi de 1905. On a cette scorie, résidu, produit de l'histoire pour le Concordat, mais ce n'est pas la peine d'en rajouter et ce serait probablement inconstitutionnel aussi. Donc, pas d'argent public pour financer des mosquées ou des lieux de culte, quels qu'ils soient. Il y a les évangéliques aussi qui sont d'assez forte croissance. Donc, financement par les fidèles eux-mêmes. Mais avec, je le disais, pour les associations cultuelles qui à la fois gèrent les locaux, la construction de locaux, parfois les ministres du culte, un contrôle accru, avec l'obligation de commissaire aux comptes à partir de 100 000 €, des contrôles comme on a d'une manière générale dans le droit des associations, de façon à regarder exactement ce qui se passe, puisqu'à la limite que les fidèles eux-mêmes le sachent. Donc, nous ne sommes pas non plus partisans d'interdire tout financement extérieur parce que ça poserait des problèmes juridiques redoutables. Ce n'est pas forcément malsain. Ce qui compte, c'est encore une fois qu'on sache d'où vient l'argent, les citoyens, qu'ils soient croyants ou non, les citoyens croyants en particulier, et d'autre part, et ça rejoint ce que je disais sur la défense de la laïcité, qu'on soit absolument intransigeant. Je parlais des actes et des paroles des citoyens, mais des actes et des paroles des imams. Quand l'imam de Brest dit que si on écoute de la musique, on va devenir des singes, c'est débile, mais on ne peut pas le sanctionner. Quand il dit si vous mangez de la viande de porc, vous allez devenir des cochons, même remarque. Mais quand il dit la femme doit être pudique, et c'est-à-dire avec un voile, et si elle sort sans voile, elle ne doit pas s'étonner d'être la proie du désir sexuel des hommes, ces propos doivent être condamnés par les tribunaux et poursuivis devant les tribunaux. Mais là encore, toujours des facteurs objectifs. Parce qu'on parle beaucoup des financements par les pays du Golfe. En réalité, c'est plus subtil que ça. C'est souvent des fondations privées. Ce n'est pas le Qatar lui-même ou les Émirats arabes unis. Et ces fondations privées ne sont pas toutes ultra-fondamentalistes. Et ne sont sans doute pas, ou exceptionnellement, des gens qui penchent vers une forme d'islam qui pourrait encourager le terrorisme. Donc regardons les actes et les paroles. Mais on ne peut pas, et donnons la transparence dans le financement, voilà notre réponse. Deux autres questions. On les prendra les unes l'une après l'autre, s'il vous plaît. Bonjour, je me présente, Evgeny Tougeron, je suis étudiant en L1 en droit. J'aimerais vous demander votre avis sur un aspect, une question que je me pose. Dans ma famille, en fait, du côté de ma mère est arménienne d'origine d'Iran et ma famille est donc apostolique orthodoxe, donc dans l'église chrétienne en Iran. Et en fait, je vais tous les ans en Iran voir ma famille et c'est un pays qui n'est pas considéré comme démocratique et je voulais vous demander votre avis parce que j'ai rarement vu un pays où il y a une tolérance aussi élevée que dans ce pays-là, alors qu'en France, on a un pays démocratique et on est toujours à se poser des questions sur
la tolérance, sur la laïcité, alors que là-bas, même si par exemple il y a le foulard, il y a quand même en l'espace de 10 ans une grande tolérance, parce qu'on voit que le foulard redescend de plus en plus, les manteaux islamiques deviennent beaucoup plus fins et montrent de plus en plus les formes des femmes. Toutes les religions sont plus ou moins acceptées là-bas et personne ne va embêter quelqu'un parce qu'il a tel ou tel signe sur lui. Alors qu'en France, on se pose la question, alors qu'on est un pays démocratique et qu'on devrait, toujours entre guillemets, montrer l'exemple. Donc j'aimerais savoir ce que vous pensez de ça. Je crois qu'il faut distinguer ce que vous dites sur la tolérance et le reste. La laïcité française, si elle est comprise comme elle doit l'être, si elle est appliquée comme elle doit l'être, comprend, on l'a dit, la liberté de conscience, liberté de croire ou de ne pas croire, liberté de pratiquer sa religion. Donc il n'y a pas d'intolérance, il n'y a pas d'ostracisme, il n'y a pas de traitement différent qui doit être imposé à une religion parce qu'elle est telle ou telle. Là-dessus, on a ce principe. Je n'ai pas pris tolérance parce que je pense que c'est un mot un petit peu ambigu. J'ai pris, encore une fois, la liberté de conscience, de croire ou de ne pas croire, de manifester ses convictions. Alors c'est vrai que dans l'Iran, il y a une certaine forme de tolérance. Moi, j'ai fait deux missions parlementaires sur l'Iran. Je ne prétends pas connaître l'Iran à propos des problèmes de l'armement nucléaire. J'ai quand même constaté, alors ça s'atténue en ce moment, qu'il y avait quand même une police du vêtement caractérisée. Dans l'avion Paris-Téhéran, je peux vous dire que toutes les femmes se changeaient dans l'avion pour avoir une tenue qui ne montre pas le début du commencement d'une cheville. Alors c'est vrai qu'il y a une certaine tolérance sur le foulard, mais enfin, à Téhéran ou à Ispahan, quand vous avez des jeunes filles avec un foulard un peu léger, elles se font quand même admonester. Voilà, donc c'est vrai qu'à l'égard des Juifs, dans une certaine mesure, puisqu'il y a eu quand même quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y avait je crois, il y a eu un documentaire ou un film antisémite qui a été attaqué en Iran, donc pour protection du respect de la conviction juive. Et vis-à-vis des chrétiens, je pense qu'il y a une forme de tolérance dont il faut se réjouir. Mais ce n'est pas une tolérance totale. C'est même le terrain de naissance de l'islam politique, c'est-à-dire où avec Khomeini, on a dit c'est l'islam qui doit faire la loi politique. Et ça reste encore aujourd'hui, même avec un régime qui évolue de manière, je crois, plus raisonnable sur le plan d'accepter les contrôles pour la fabrication d'armes nucléaires et plus ouvert sur son fonctionnement intérieur. Madame. Oui, bonjour. Alors, bonjour. Je suis doctorante au sein de l'Université de La Rochelle et moi je travaille justement sur les limitations des droits fondamentaux. Donc je suis ravie que vous soyez là et je vous remercie de votre présence aujourd'hui. Le micro pouvez-vous, un peu plus près. Ah, pardon. On vous entend assez mal. On m'entend mieux? Oui, encore un peu plus près. Donc je suis doctorante en droit constitutionnel et je travaille sur les limitations des droits fondamentaux. Et alors j'ai une question pour vous. Ça n'a pas été... en fait, on tourne autour du pot, je pense. Quand vous expliquez que la laïcité doit rester un cadre, alors là, je vous rejoins totalement. La laïcité, je pense qu'on a fait on a assez légiféré autour de la laïcité. Et il faut effectivement, et je rejoins ce qu'a dit avant, il faut d'abord appliquer ce qu'on a actuellement dans notre registre législatif. Néanmoins, je m'interroge sur la frontière, et je pense que l'État a dépassé une frontière. Lorsque on décide de légiférer sur le voile, et quand vous dites non, la loi 2010, ce n'était pas une loi qui portait sur la burqa, vous l'avez vous-même dit, au départ l'objectif c'était effectivement ça, c'était interdire la burqa. Le côté sécuritaire, je le comprends, je l'entends, je pense qu'il n'était pas nécessaire d'intervenir, faire une loi spécifiquement pour la burqa. Alors on a modifié le texte pour dire que c'était sur la dissimulation du visage dans l'espace public, grâce notamment à l'avis du Conseil d'État qui disait non, là ça va être censuré constitutionnellement, il ne faut absolument pas faire ça. Par contre, on peut revenir sur, justement, au contraire, l'argument sécuritaire. Et c'est ça qui nous a permis de ne pas être condamnés par la Cour européenne des droits de l'homme. Vous l'avez justement repris. Est-ce que légiférer en matière de voile, c'est pas intervenir dans la liberté de croyance? Vous avez expliqué justement que la démocratie c'était bien autre chose, c'était également la protection des droits fondamentaux, ce que vous avez bien dit, et donc je vous rejoins. Est-ce que là on n'a pas franchi un cap? Est-ce qu'on n'avait pas un autre régime qui nous permettait de revenir sur des formes de déviance, sur la violence, le fait que les femmes soient obligées de porter le voile? On a peut-être autre chose, Et je rejoins donc l'intervention précédente. Je pense que le fait d'intervenir précisément dans ce domaine-là, je pense que ça stigmatise. Ça stigmatise et je pense que ça, justement, on ne laisse plus la place à la liberté.
évidemment, il faut condamner politiquement, mais est-ce que c'était nécessaire d'intervenir de manière législative? Je ne suis pas certaine. Comme vous le savez, vous l'avez dit un peu dans votre question, il peut y avoir des limitations à la liberté de conscience, de croyance, de manifester ses convictions, etc., mais qui doivent être justifiées par les nécessités de l'ordre public ou par le fait qu'on porte atteinte à la liberté d'autrui, qu'on fait des pressions, qu'on fait du prosélytisme. Et il y a le contrôle du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel. C'est bien pour ça que le Conseil d'État, en effet, comme vous le rappeliez, a conseillé aux législateurs de ne pas prendre le terrain laïcité. C'est aussi pour ça que nous sommes résolument contre toute loi nouvelle qui aurait en effet un aspect discriminant. Le problème de la loi anti-burqa, c'est qu'elle peut paraître discriminatoire, qu'elle est utilisée dans une propagande contre la France comme discriminatoire, mais qu'en même temps, elle indique une limite à la liberté des tenues. Ce n'est pas la même chose que d'avoir un foulard ou d'avoir une robe couvrante et d'avoir le visage totalement dissimulé, genre afghan ou même voile intégral. Moi, je me suis abstenu sur cette loi-là parce que j'avais la perplexité que vous dites. Elle est difficile à appliquer. C'est une des raisons de ma perplexité et de celle de beaucoup d'autres collègues, parce que, surtout en ce moment, les policiers, les gendarmes ont autre chose à faire et ils se heurtent, ce qui montre bien que c'est un point dur, ils se heurtent à ce qu'ils appellent des multirécidivistes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui cherchent la provocation, qui cherchent l'incident. Et donc, moi, je ne suis pas partisan de revenir sur cette loi parce que c'est une frontière par rapport à ceux qui disent on doit peu à peu imposer la loi d'une certaine vision de l'islam dans la République. Je pense qu'elle a un rôle symbolique et politique qui est important. Mais le débat que vous dites, il est tout à fait légitime. En tout cas, le raisonnement que vous faites plaide pour ne pas introduire des lois nouvelles discriminatoires. Il plaide aussi, enfin c'est même pas besoin de votre raisonnement si je puis dire, c'est un fait juridique, le burkini. On peut être totalement contre le burkini, on peut en débattre, mais il n'y a pas de tenue laïque. Ou alors il faut dire que le nudisme est la seule tenue laïque peut-être. Et on aboutit à un ridicule absolu. Par contre, s'il y a des troubles à l'ordre public, mais il faut le démontrer. Il faut que le maire qui prend un arrêté démontre que vraiment il ne pouvait pas faire autrement. Il y a un contrôle très étroit des tribunaux là-dessus. Donc il se peut qu'un jour il y ait un trouble à l'ordre public qui soit validé par le juge. Mais sinon, on est dans un ridicule absolu. Alors là, pour le coup, moi j'ai évoqué à propos du burkini dans une émission de radio le gendarme de Saint-Tropez, où il y avait le maréchal des logis chef Cruchot qui était caché derrière des buissons avec des jumelles pour traquer les seins nus. Alors, on m'a envoyé une vidéo dont j'ai vérifié que c'était pas une fausse vidéo, où on voit dans un Zodiac des policiers municipaux de je ne sais plus quelle commune de la Méditerranée en train de regarder dans l'eau si c'était une combinaison de plongée, si c'était un burkini. Bon, on est dans la débilité absolue et en plus, là pour le coup, on sert aussi la propagande. Mais je crois qu'il faut qu'on soit ferme sur tout ce qui peut être des débordements, des tentatives d'aller plus loin. C'est pour ça aussi que dans l'entreprise comme dans le service public, mais là encore sur des critères objectifs qui ne sont pas fondamentalement détenus. D'ailleurs, on peut limiter la liberté de conscience dans des entreprises, pour des besoins de l'entreprise, pour des raisons de sécurité, des raisons d'hygiène. C'est pas une interdiction absolue. On peut imposer la neutralité pour certaines tâches et à condition de démontrer qu'elle est vraiment indispensable. Il y a eu d'ailleurs deux arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne qui ont été extrêmement mal interprétés, qui ne font que dire ce que je viens de dire là, qui était la jurisprudence française. Donc, pour prendre des exemples concrets, un employé municipal qui refuse de serrer la main d'une femme mère, il n'y a pas besoin d'une loi nouvelle pour dire que ça peut faire l'objet d'une procédure disciplinaire. Un chauffeur de bus qui refuse de s'asseoir sur le siège d'un bus parce qu'il y a une femme avant lui, même chose. Quelqu'un qui ne veut pas être contrôlé dans le train par une femme parce que c'est une femme, amende pour défaut de titre de transport. Je veux dire, donc on a besoin quand même de bien montrer les barrières. Et cette loi dite anti-burqa, discutable en effet, moi aujourd'hui je la voterai. Je la voterai parce que je pense qu'il faut bien montrer qu'il y a des barrières, même si elle est difficile d'appliquer, mais le fait qu'elle soit là est quand même important. Surtout si on a, par ailleurs, ce qui est notre cas à l'Observatoire, une attitude tolérante à l'égard du foulard. On peut avoir un débat politique féministe sur le foulard, mais la laïcité pour nous, par rapport au foulard, c'est la liberté de porter le foulard pour celles qui le veulent, ou de ne pas le porter pour celles qui ne veulent pas. C'est justement aux femmes de décider ça. C'est oui, pas l'État. Dans le cas de la burqa, on a sans doute très rarement des choix libres de femmes, parce qu'on voit bien que dans les incidents qu'il y a, c'est des hommes qui sont derrière, qui parfois leur paient les amendes. Donc là, on a la loi pénale au point qu'on a d'ailleurs introduit un délit, une peine pour ceux qui payent les amendes à la place des femmes.
D'autres questions? Nous allons peut-être prendre encore 2 ou 3 questions. Alors moi, en attendant que peut-être d'autres personnes... Ah, pardon, excusez-moi. Alors je garde ma question pour après. Oui, monsieur, allez-y. Pierre Portet, retraité. Ma question sera simple. Peut-on considérez-vous que nous vivons en France dans un État laïque? Alors c'est l'objet de mon livre. Je ne vais pas faire pousser à la consommation. Pourquoi j'ai pris ce titre? Parce que certains disaient on n'est plus laïque parce qu'on cède trop de place aux religions. Et d'autres disaient, la critique est exactement symétrique, à force de mettre des interdits partout, on brime la liberté religieuse, dont je répète toujours qu'elle n'est qu'une des composantes de la liberté de conscience. Ma réponse est oui, la France est toujours un État laïque parce que cette idée de laïcité, je l'ai dit et d'autres l'ont dit, elle s'impose de plus en plus. Les gens réfléchissent sur ce que c'est, débattent comme nous le faisons ici ce soir, dans beaucoup d'associations, dans beaucoup d'associations laïques qui le font depuis longtemps, d'associations d'éducation populaire, dans les mairies, dans les entreprises, dans les syndicats. Et la vision que nous défendons, elle est très largement partagée. C'est-à-dire qu'il s'agit d'avoir des critères objectifs pour dire oui ou pour dire non, qui ne sont pas discriminatoires. Et donc dire non à une demande qui risque de troubler l'ordre public, qui risque de mettre en difficulté le fonctionnement d'une université, d'une entreprise, d'un service public, c'est tout à fait légitime. Donc on est en train, je pense, d'avoir le bon usage de la laïcité qui est de ne pas en faire une arme anti-religion. La laïcité, ce n'est pas une religion, qui n'est pas non plus, et ça c'est un danger qui existe encore, de faire croire que c'est la laïcité qui va régler tous nos problèmes. Pour parodier le général de Gaulle qui disait ça à propos de l'Europe, même si je pense que la laïcité et la République font partie de l'identité de la France, évidemment. Mais il ne suffit pas de s'agiter comme un cabri sur sa chaise en disant laïcité, laïcité ou République, République, pour régler les problèmes très graves que nous avons, de perte de sens, de perte d'autorité, de perte d'espérance, de chômage, de pouvoir d'achat, de tensions diverses. Ne faisons pas porter à la laïcité tout ce qu'elle ne doit pas porter. Si c'est le cas, alors la France restera laïque. Mais c'est un combat aussi. Alors, je vais poser juste ma question avant vous, si ça ne vous dérange pas. Bonjour. Je voulais vous demander, à partir de quel moment on peut estimer que la démocratie est profondément menacée lorsque la laïcité est attaquée? Quelle est la ligne ténue? Quelle est la ligne à ne pas franchir, la ligne rouge, finalement? Moi, je crois que la laïcité, la démocratie, pardon, est attaquée, mise en péril dès le premier franchissement de la ligne rouge. Je ne suis pas partisan d'une laïcité punitive ou interdictive, mais comme je l'ai dit, et j'ai cité quelques exemples tout à l'heure, il ne faut rien laisser passer de ce qui est clairement interdit. Il ne faut rien laisser passer. Pourquoi? Parce que ça sert d'exemple dans d'autres cas. Il peut y avoir des gens de bonne foi, on leur explique, c'est notamment le rôle de l'école. Mais il y a des gens qui ne sont pas de bonne foi, qui testent et qui disent, puisque moi je suis croyant, j'ai raison et je vais imposer la loi de ma vision de l'islam à la loi de la République. Donc la ligne rouge, pour moi, elle franchit dès qu'on refuse de serrer la main d'une femme, on refuse d'être contrôlé par une femme, on affirme que les femmes doivent sortir avec foulard, sinon elles se font agresser. Dès qu'il y a un tel comportement, une telle parole, ils doivent être sanctionnés. C'est pour moi la condition pour que la laïcité soit bien vécue, c'est qu'on voit qu'il y a des barrières et des interdits sur un régime qui est globalement un régime de liberté. Mais il faut qu'il y ait des frontières. Madame? Je voudrais vous demander par rapport aux fêtes religieuses, est-ce que l'éducation nationale tolère l'absence des enfants pour la fête de l'Aïd el-Kébir ou le Mouloud, voilà? Parce que nous, toutes nos fêtes, nos jours fériés sont quand même basés pas mal sur les fêtes religieuses. Oui, on a une difficulté avec ça, c'est que il y a des fêtes qui ne sont pas du tout religieuses, comme le 8 mai par exemple, et il y a beaucoup de fêtes qui ont historiquement une raison religieuse qu'on a un peu oubliée aujourd'hui. Alors, c'est typique par exemple, pour parler des congés, en ce moment nous ne sommes pas dans les vacances de Pâques, nous sommes dans les vacances de mi-trimestre. Sur l'arbre de Noël aussi, moi j'ai eu des questions du genre, mais est-ce que c'est bien laïque l'arbre de Noël? Bon, pour l'arbre de Noël, j'ai vraiment pas de doute sur le fait que c'est une coutume laïcisée. D'ailleurs, par parenthèse, antérieure au christianisme et récupérée par la religion chrétienne. Donc, il y a un certain nombre de fêtes pour lesquelles des autorisations d'absence, je parle pour les employés, les fonctionnaires, peuvent être données, y compris pour des fêtes qui sont des fêtes juives ou musulmanes. Et donc ça, c'est fixé par des circulaires.
Par contre, c'était peut-être aussi le sens de votre question, certains préconisent, c'était le cas, j'en ai pas parlé, j'aurais dû en parler, de la commission Stasi, qui est une commission, après notre commission d'enquête parlementaire, qui a conclu à la nécessité de la loi de 2004, qui disait qu'il faut ajouter 1 ou 2 jours aux juifs, 1 ou 2 jours musulmans au calendrier chrétien. Alors, c'est un débat qu'on a souvent. On n'a pas pris d'avis formel à l'Observatoire, mais mes collègues seront d'accord avec ce que je vais dire. Je comprends bien la justification, mais en même temps, j'y suis plutôt défavorable parce qu'on va remettre un caractère religieux alors que les fêtes sont pour une part en train de se laïciser. Donc la laïcité, ce n'est pas le fait d'avoir une fête juive plus une fête musulmane plus une fête chrétienne. Alors on a un poids de l'histoire, qui est ce qu'il est, mais n'en rajoutons pas dans les fêtes religieuses obligatoirement fériés chômés. J'ajoute que si, ce que certains veulent, j'ai entendu ça une fois, remplacer certaines fêtes chrétiennes par des fêtes musulmanes ou juives, si on veut une guerre civile, il n'y a qu'à faire ça. Si on veut que les fêtes soient chômées, ce qui n'est pas forcément le cas, on va continuer à dire que les Français ne foutent rien, puisqu'ils rajoutent encore des fêtes chômées. Donc voilà, c'est un peu d'humour. Le débat est tout à fait légitime. Je n'ai pas de raisonnement de principe ou juridique disant non, mais je suis plutôt défavorable. Et devrait-on alors supprimer sinon toutes les fêtes Idem, ce n'est pas la peine, encore une fois, de mettre la pagaille dans le pays. On a assez de sujets graves qu'il faut qu'on traite. Jean-Marc Ogier, vous avez une question. Moi j'ai une question, je voudrais vous remercier sincèrement Volontiers. parce qu'on est cœur de cible par rapport aux objectifs de ce type de réflexion. Moi je voudrais vous poser une question sur la frontière qui est parfois ténue entre le cultuel et le culturel, et en particulier sur un phénomène nouveau qu'on observe dans de nombreuses communes au moment de Noël avec les crèches vivantes, qui sont généralement financées par les mairies et qui de ce fait sont financées sur des fonds publics. Avoir un peu votre position sur ce critère, et notamment au travers de cet exemple, comment on fait pour trouver la frontière qui est très ténue entre le cultuel et le culturel? Est-ce qu'il y a des méthodes, des grands principes qui les régissent? Alors vous avez raison, on a souvent ce problème-là. Vous l'évoquiez sur propos des crèches, on l'a tout à l'heure, on parlait aussi des financements de l'entretien des lieux de culte et pas de l'amélioration des lieux de culte pour des usages religieux. Il y a une jurisprudence qui essaye de tracer la frontière, et il y a la question des crèches qui a fait l'objet de beaucoup de conflits avec des jugements un peu différents des tribunaux administratifs, et que le Conseil d'État a tranché par une décision qui fait jurisprudence. Le Conseil d'État distingue le lieu. Pour une crèche, vivante ou pas d'ailleurs, ça peut être des santons. Si on est dans un bâtiment public, et notamment dans une mairie, c'est contraire à la neutralité que doit avoir ce bâtiment public au nom de la neutralité de l'État, sauf si on a des éléments culturels ou festifs. Alors ce sauf si va devoir être explicité sur des cas concrets. Moi je pense par exemple, j'ai été longtemps, comme vous le savez, élu en Provence, dans le village où j'ai encore une maison en Provence, dans l'église même du village, pas dans la mairie. Il y a une crèche faite par des gens très, très doués. La nativité fait le tiers de cette estrade, et les santons de Provence et les santons du village font une surface de 100 mètres carrés. Donc là, même dans l'église, je trouve que la dimension culturelle est forte. À l'extérieur d'un bâtiment public, le Conseil d'État dit c'est possible, à condition que ce n'est pas un caractère prosélyte ou agressif. Alors, ça peut paraître compliqué, les gens qui disent ce serait quand même simple s'ils disaient oui ou s'ils disaient non. Mais il faut admettre que quand on a une histoire, quand on a une culture, la frontière n'est pas toujours absolument évidente. Je trouve que le principe de dire non seulement pas de financement, mais pas d'installation dans un bâtiment public, et oui en principe s'il n'y a pas de prosélytisme dans l'espace public, est une distinction qui nous aide à y voir clair. Je précise, ça vient d'être jugé en appel à Marseille, le cas de Béziers, avec le maire Robert Ménard qui avait introduit une crèche, et en première instance, dans la mairie, où il n'y avait pas de tradition, bien qu'on soit à Béziers, il avait dit mais c'est tout à fait culturel. Et le tribunal administratif, très sincèrement, je m'en suis expliqué avec eux, dans une vie antérieure j'ai été conseiller d'État, à ma grande surprise, a estimé que, puisqu'il disait ça, c'était que c'était culturel. Quand il a rajouté grâce à nous, le petit Jésus va pouvoir dormir au chaud, je leur ai dit ça me paraît plus très culturel. Et la Cour administrative d'appel a dit qu'en effet, ce n'était pas du tout culturel, et que par conséquent, il ne pouvait pas mettre de crèche à Béziers. Merci pour cette réponse. Est-ce que, voilà, j'allais justement proposer, nous allons prendre une dernière question, monsieur. Il y en a encore deux apparemment. Ah, deux. Ouais. Alors, deux dernières questions. Et après, nous clôturerons ce débat. Bonjour, Rémi Lefort, professeur de biologie.
il y a des sites internet qui font ce qu'on peut qualifier de désinformation sur la capacité d'une femme à disposer de son corps et de son destin, qui sont plus ou moins noyautés par des mouvements anti-avortement liés à l'intégrisme catholique. Il me semble que le contrôle de ces sites fait partie d'une démarche de laïcité au sens large, c'est-à-dire discriminer ce qui relève de la connaissance et de la croyance. Quel est votre sentiment à ce sujet, s'il vous plaît? Alors c'est plus qu'un sentiment, c'est une conviction qui est partagée par le gouvernement et qui a d'ailleurs fait voter une loi pour à la fois contrôler et éventuellement interdire des sites qui ont un caractère de propagande anti-avortement, et non pas, bien qu'ils le prétendent le contraire parfois, un caractère d'information. Donc là-dessus, vous avez raison, ça fait partie de la laïcité, et même si ça a suscité des réactions assez vives de l'Église catholique, je considère qu'en bonne laïcité, le gouvernement et le Parlement ont eu raison. Dernière question avec vous, monsieur. Oui, on parle souvent, vous l'avez évoqué tout à l'heure, de laïcité à la française. Quel regard aujourd'hui portent les autres pays européens sur cette laïcité à la française? Alors, je l'ai dit, vous le répétez, c'est une spécificité. On a même parfois du mal à traduire le mot laïcité. On traduit souvent en anglais par secularism, sécularisation, ce qui n'est qu'un tout petit morceau du problème. On a des problèmes de traduction, en particulier et d'ailleurs en arabe, qui fait que la chose est un peu compliquée. En même temps, moi je constate que dans beaucoup de pays démocratiques, des principes semblables à ceux de la laïcité française existent. La liberté de conscience, de croire ou de ne pas croire de culte, la liberté de manifester ses convictions dans certaines limites, disons qui chez nous sont l'ordre public, d'autres sont à peu près équivalentes. La séparation des églises et de l'État, qui existe plus souvent qu'on ne croit, y compris aux États-Unis, on a du mal à le croire parce que le président prête serment sur la Bible et le dollar vous rappelle tous les jours à quoi il faut croire, à part le dollar. Y a un premier amendement qui dit séparation des églises et de l'État. Ce qui est le plus spécifiquement français, qui existe parfois, c'est la neutralité de l'État. Mais je constate qu'il y a un intérêt. Alors on est souvent stigmatisé comme étant anti-liberté, voire anti-musulman spécifiquement. Vous verrez dans le rapport de l'Observatoire, il y a une très grosse enquête qu'on a demandé au ministère des Affaires étrangères de faire précisément sur votre question. Comment est perçue dans le monde la laïcité française? Et moi je constate qu'il y a de plus en plus de gens que ça intéresse. Nous avons d'ailleurs recommandé, ça commence à se faire, que dans tous les instituts culturels, on fasse venir des enseignants, des chercheurs, des journalistes, des gens compétents pour expliquer. Pas pour dire on a raison, vous avez tort, mais pour expliquer un peu comme j'ai essayé de le faire ici ce soir, qu'on puisse simplement expliquer les choses. Il y a eu des attaques d'ailleurs très fortes du côté du monde anglo-saxon, en français normal des Anglais et des Américains, plus encore ou au moins autant que d'une partie du monde arabo-musulman. Chaque année, le département d'État et le Congrès américain nous épinglaient pour des manquements supposés à la liberté. Depuis 2 ans, on s'est beaucoup engueulé avec eux. Apparemment, ils se sont un peu calmés. Mais au-delà de ça, les gens viennent nous voir. Des Allemands, des Anglais, des Canadiens qui ont une forme de très grand libéralisme avec les accommodements raisonnables, qui s'interrogent sur une charte de la laïcité. C'est un objet de débat politique. J'ai même vu des Polonais, des Roumains. On remet chaque année un prix de la laïcité où il y a eu 2 candidatures polonaises et une candidature roumaine, 2 militants de la laïcité dans un contexte difficile. Des gens d'Indonésie, que j'ai rencontrés il n'y a pas longtemps, de Malaisie, où les formes d'islam, Indonésie qui je rappelle n'est pas un pays arabe, sont pas tout à fait les mêmes que celles que vous avez aujourd'hui en Égypte ou en Algérie. Des Tunisiens, on essaye de les aider à bâtir un observatoire de la laïcité en Tunisie avec les grands progrès dus au printemps arabe. Donc il y a un vrai intérêt. Il y a un vrai intérêt, pourquoi? Parce que finalement, beaucoup de pays démocratiques qui garantissent cette forme de liberté sont confrontés au même problème que nous. Comment on concilie la liberté avec le bon fonctionnement collectif? Comment on concilie la liberté avec ce qui peuvent être des pressions qui sont politiques autant que religieuses? Et les Allemands, par exemple, s'interrogent, il y a un débat en Allemagne en ce moment, sur la neutralité des agents publics, y compris des enseignants. Donc on échange beaucoup avec eux, non pas encore une fois pour leur donner des leçons, mais pour expliquer d'où nous venons, ce que j'ai fait ce soir, notre histoire, et pourquoi nous sommes, nous, à l'Observatoire, contents de ce système. Non pas qu'il est idéal, mais qui nous paraît important. Et il y a pas mal de gens qui disent au niveau européen, alors c'est plutôt évidemment des militants de la laïcité, que si nous reprenons un jour un débat sur une constitution européenne, ce serait bien que la France se batte pour qu'on mette dedans la laïcité.
Merci beaucoup, Monsieur Bianco. Merci au public d'avoir participé et d'avoir posé toutes ces questions. Donc il est l'heure de clore ce débat et plus largement cette 7e édition des grandes conférences Remue-Ménage. Une conférence qui a été très riche et très instructive, je pense, pour toute l'Assemblée. Je voulais vous remercier, Jean-Louis Bianco, pour votre présence aujourd'hui et pour ces apports extrêmement étoffés. Je voulais également remercier le public et l'Université de La Rochelle ainsi qu'Engie. Cette soirée nous a rassemblés toutes et tous ici pour parler de la laïcité et de la démocratie, de leurs histoires et principes, du contexte dans lequel elles évoluent et dans lequel elles s'inscrivent aujourd'hui et des défis aussi auxquels elles font face. L'idée étant aujourd'hui de vous permettre de participer à cette réflexion collective et de repartir avec de nouveaux apports, de nouvelles réflexions et aussi peut-être d'autres interrogations suite aux échanges qui ont été apportés ici. Je pense aussi que cette soirée nous a également permis de mettre en lumière le fait que la laïcité était un formidable outil pour vivre ensemble. Et c'est une phrase que je reprends, vous l'avez prononcée il y a peu de temps dans une émission radio, et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était très intéressant de l'avancer aussi de cette manière, pour rassembler, comme vous le disiez, et non diviser. Sachez qu'une séance de dédicace va avoir lieu ici. Monsieur Bianco, vous allez dédicacer 3 ouvrages. Après Charlie, 20 questions pour en débattre sans tabou, qui est paru en 2015 aux éditions Canopée. Mes années avec Mitterrand, paru en 2015 aux éditions Fayard. Et La France est-elle laïque, que vous nous avez présenté tout à l'heure. Par ailleurs, je reprends ce que Jean-Marc Augier disait tout à l'heure, mais je vous invite au vernissage d'une série d'expositions sur la démocratie, la laïcité et la citoyenneté, qui se tiendra à la bibliothèque universitaire et où un banquet convivial va donc avoir lieu pour clore cette journée intitulée, voilà, je l'ai oublié, quelle idée, une journée pour penser la démocratie, excusez-moi. Donc nous sommes donc ravis de vous convier à ce banquet et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Merci. Merci.